Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Après avoir parlé de loterie il y a quelques jours, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos post-mortem. Oui, petit message, cette suite se fait attendre. Vous l'aurez deviné, on est un peu pris de court. En ce moment, il y a beaucoup de post-mortem qui s'accumulent, que l'on doit enregistrer, avec des disponibilités au niveau de l'équipe qui sont un peu difficiles à trouver. On prend donc beaucoup de retard. On prend du plaisir à suivre ces playoffs qui sont fous. On va revenir sur les finales de conférence normalement pendant celle-ci, mais on peut rien vous assurer parce que là, on a promis des post-mortem, mais on essaie de les sortir comme on peut. Revenons du coup ensemble sur un post-mortem et sur le destin d'une équipe éliminée au premier tour. Cette équipe, ce sont les Pistons. Et pour ce faire, j'ai avec moi Greg. Comment ça va, Greg, aujourd'hui? Eh ben ça va, hein. Comme tu l'as dit, on est tous très occupés. C'est aussi mon cas, c'est aussi ton cas, c'est le cas de tout le monde dans l'équipe d'un Kebdo. Il faut ouais, faire un amende honorable là-dessus, mais n'oublions pas, on est quand même à fond sur ces playoffs. On regarde, on suit, on essaye en tout cas de suivre au max et d'en discuter entre nous. Les discussions vont bon train quand même, et notamment sur la série du Thunder avec Constant, qu'on salue évidemment. Mais aujourd'hui, on va parler des Pistons et moi, ça me fait grand plaisir parce que c'est une équipe que j'ai beaucoup aimée. De A à Z dans cette saison, y compris sur leur série de playoffs face aux Knicks. On va revenir rapidement dessus. Donc oui, clairement, d'ailleurs, c'est moi qui t'ai relancé sur le post-mortem pour enregistrer sur les Pistons. On devait le faire la semaine dernière. Et Mais nous voilà effectivement, rassemblés ce soir et c'était mon premier tunnel. effectivement, c'était pas censé être. Alors, il y a 2 heures de ça, on n'était pas censé enregistrer sur ce sujet-là. Et puis, voilà, les choses ont été faites de telle sorte qu'on va enregistrer sur ces Pistons. Et effectivement, alors pour moi, un très bon symbole de l'état de fatigue générale, c'est le pourcentage de conversations qui n'ont rien à voir avec le basket sur la conversation d'un Kebdo et qui est assez élevé en ce moment. Donc, c'est un très bon témoignage, un très bon indicateur de l'état de fatigue. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de nos auditrices, nos auditeurs. C'est un moment de l'année où, certes, on profite tous des matchs, les aficionados de NBA, mais il faut aussi dire que c'est le moment où tu te dis, on profite parce que c'est bientôt les derniers, mais aussi hâte que ça se finisse pour dormir, parfois. Bref, en tout cas, moi aussi, j'ai le droit de faire des tunnels. Greg, on vous rappelle de nous suivre sur votre appli de podcast préféré, que ça soit Spotify, Podcast Addict, etc., Apple Podcast, sur YouTube également et sur Twitter aussi. Greg, revenons sur, et tu l'as dit, on va le faire très très rapidement, sur cette série entre les Pistons et les Knicks, parce que ça commence à dater. Donc les Pistons ont été éliminés au premier tour, mais ils ont été valeureux. Oui, on va pas refaire le match. Il a été joué il y a très longtemps. Pour le coup, il y en a 6, 7, 6, 6. 6 qui ont été joués il y a un bail. Hein. Il y a un seul match qui a été joué au mois de mai, c'est-à-dire il y a 20 jours. C'était le dernier match, le match 6. Les Pistons prennent le match 2 et prennent le match 5, si je me trompe pas. Ils perdent donc 4-2. Et j'ai trouvé qu'ils avaient posé des problèmes très intéressants contre les Knicks. Problèmes qui ont sans doute, d'ailleurs, dans les ajustements que les Knicks ont dû faire, aidé les Knicks dans leur série face à Boston. Mais j'ai trouvé la série intéressante. Et puis surtout, on n'a pas découvert, mais on a eu l'affirmation qu'une des choses les plus importantes dans cette équipe, c'était le caractère. Au-delà peut-être du talent, au-delà peut-être de l'expérience et des répétitions, le caractère de cette équipe a fait qu'ils ont au moins pris un des deux matchs sur leurs deux victoires, disons, au tempérament et à l'orgueil. Et ça, c'est quelque chose de très positif pour leur futur parce que c'est important d'avoir cette identité. Il y a beaucoup d'équipes en NBA qui en manquent et qui pourtant ont le talent. Donc oui, moi j'ai été plutôt enthousiaste sur la saison régulière. Sur la série de playoffs, je trouve qu'ils peuvent clairement sortir la tête haute, surtout qu'il y a un match dont la victoire est équivoque pour New York. Il y a une faute au dernier moment qui n'a pas été sifflée, etc., etc. Tout ça, bon, on ne reviendra pas dessus, mais ça fait partie des polémiques qui peuvent donner encore plus de caractère et un goût de revanche pour la saison prochaine pour ces Pistons. Donc oui, maintenant l'intersaison. Ils avaient réussi l'intersaison de la saison dernière. Moi, j'ai hâte de voir ce que va cuisiner le front office de Détroit sur cette intersaison-là, quoi. Pas grand-chose à rajouter, peut-être pour Détroit, et on va y revenir en abordant les dossiers de l'intersaison. Il y a certaines de leurs faiblesses qui ont été mises en avant. C'est par exemple le fait de mener. Ils mènent dans le match 1, ils mènent dans le match 3, dans les quatrièmes cartons, et ils finissent par perdre à la fin. Et alors certes, les Knicks se sont fait un peu une profession, je sais pas, c'est un petit peu leur marque de fabrique sur ces playoffs de faire d'être dans le comeback. Hein, ils l'ont prouvé dans la série contre les Celtics, mais
quand même, il y a peut-être ce petit regret du côté de Détroit, surtout, et je pense que le regret peut s'inscrire a posteriori quand tu vois ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire quand tu vois qu'on est sur une finale à l'Est où tu as ni Boston ni Cleveland, bah, il peut avoir ce petit regret du côté des Pistons. Pardon. Après, sur la série en tant que telle, je pense qu'on peut bifurquer, Greg, parce que est-ce que cette série, premier dossier, elle a pas tout simplement tamponné le statut de Kate Cunningham comme première option d'une équipe qui, et là je te laisserai finir la phrase. Bah, c'est la première option d'une équipe qui grandit dangereusement dans l'Est. C'est clairement la première option établie, définie, claire, précise. Contrairement à d'autres équipes, Orlando, par exemple, c'est beaucoup plus diffus avec Paolo Banchero, malgré tout le talent qu'a Paolo Banchero. Il y a Toronto avec Barnes, etc. etc. Là, Cade, clairement, Cade, on va en discuter en septembre dans un épisode phare de Dunk Hebdo, mais son dossier est majeur, quoi. On va voir où il se situe dans les All-NBA, etc., etc. Et c'est très agréable pour les Pistons d'avoir cette confirmation-là. Il fait une saison statistique qui ressemble beaucoup à sa saison dernière, mais par contre, dans l'impact, dans la valeur que son jeu et que sa production a pour le reste de ses coéquipiers et pour son équipe, j'ai trouvé que ça passait quand même un petit cap qui est très intéressant. Donc oui, c'est clairement l'option numéro 1 d'une équipe qui va essayer d'aller chercher le top 4 de sa conférence la saison prochaine. Alors, on va encore m'attendre sur Cade, parce qu'on va encore dire que j'étais un hater de Cade. Alors, non, je pense que... C'est pas très young quand même. C'est pas très... Alors, non, je pense que Cade a fait une très bonne série, a répondu présent dans le sens où je pense que pour un jeune franchise player, la première expérience de playoff, ce qui est important, c'est d'un côté, ne pas trop s'écraser devant la pression, ou en tout cas, surtout dans une configuration d'équipe, et on va y revenir un peu plus tard, où il se pose une vraie question sur qui est la deuxième option de cet effectif, et que les playoffs n'ont pas vraiment répondu à cette question. Donc pour Cade, c'était un baptême du feu assez violent contre une équipe qui pouvait lui opposer des match-ups défensifs très compliqués pour lui. Donc j'ai été plutôt séduit. Après, et là on va encore dire que je suis un hater, il a eu des grosses difficultés sur le tir à 3 points. Il met 5 de ses 28 tentatives sur la série et il n'est pas très efficace après, encore une fois, dans un contexte face à une équipe qui était plutôt bien armée pour le défendre lui et dans un contexte où il y avait peu de... On va dire que le spacing des Pistons était fluctuant dans la série. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où il y avait le spacing était plus ou moins absent et c'était difficile pour lui de s'en tirer. Donc voilà. Moi, je dirais juste que Kate, c'est dans la droite lignée de ses 18 derniers mois et que c'est certes comment dire, c'est on gardera une partie de ce débat pour le DH20, mais c'est encourageant, mais de l'autre, ça ne le catapulte pas dans un top 15 DH20 dans mon DH20 moi. Mais encore une fois, je m'avance. Greg, j'ai commencé à ouvert cette petite trappe, c'est celle de la deuxième option. Est-ce que c'est le dossier pour les Pistons cette intersaison? Je suis pas sûr. En réalité, je suis pas sûr parce que tu as quand même Ivy qui est blessé toute une partie de la saison et qui représente quand même une grosse interrogation, une grosse, un gros potentiel dans cette équipe en termes de guard play, de moteur dans le jeu, d'options de finition, d'options de stretch, etc. et dans la géométrie de l'attaque des Pistons. Donc je sais pas, peut-être que le retour de Ivy suffira à proposer de nouvelles choses aux Pistons et à Bickerstaff la saison prochaine. Par contre, et puis on a vu aussi, je vais finir la parenthèse de la seconde option, mais enfin, en tout cas, je vais faire une parenthèse au milieu de cette réponse sur la seconde option. On a vu aussi qu'il y a des équipes qui sont très ambitieuses et qui vont très loin en playoff, finale de conférence, qui n'étaient pas sûres au début des playoffs de leur seconde option. Et là, je parle d'OKC. On était tous d'accord pendant le Power Ranking que OKC avait une interrogation sur sa deuxième option. Donc, en réalité, est-ce que la question de la deuxième option, c'est déjà sur la table des Pistons aujourd'hui? Je ne sais pas. Perso, je pense qu'il faut laisser à Ivy le temps de se développer et aviser un petit peu plus tard sur cette question-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie question, c'est la question des role-players, la question de comment on entoure, disons, le corps de cette équipe, le cœur vraiment de talent et de caractère, d'identité de cette équipe. Est-ce que Tobias Harris, ça reste? Est-ce que, etc., ça reste? Je trouve ça très intéressant ce que tu dis par rapport à fait que ça soit peut-être pas la vraie question des Pistons, parce que
je serais peut-être un peu moins direct que toi, dans le sens où pour moi, c'est une vraie question qui se pose pour eux. D'abord parce que, alors, Jaden Ivey, on a eu 30 matchs cette saison et on a eu une explosion à 3 points. La question est de savoir est-ce que c'est vraiment un joueur qui a 40% de réussite à 3 points dans les pattes ou si on était sur un phénomène de 30 matchs qui était un petit peu une espèce de bulle enchantée. Parce que selon cela, moi, ça influence beaucoup de mon jugement. Tu vois, si je prolonge après ce truc d'équipe où il y avait des questions sur la deuxième option, on peut aussi dire que c'était le cas des Wolves d'une certaine manière avant l'entame des playoffs, mais là on nous rétorquera à juste titre pour ces deux équipes, c'est que contrairement aux Pistons, le Thunder comme les Wolves ont pléthore de role-players et de role-players de playoffs. Je salue Constant, qui ont prouvé sur certaines séquences qu'ils étaient des requins et pas des dauphins. Donc, la question est de savoir, parmi cet effectif des Pistons, non seulement qui peut s'inscrire dans on va dire dans le rôle d'un joueur de playoff, capable de jouer sur un premier tour de playoff, dans un premier temps, et de l'autre, parmi ce groupe de joueurs-là, qui peut en l'état être une deuxième option. Parce que moi, quand je fais un peu la revue d'effectifs de cette équipe, Jaden Ivey, pour moi, il y a des grosses questions sur l'efficacité et aussi sur le fait d'avoir une traction arrière comme base de ton projet. Jalen Duren s'est amélioré et reste un joueur qui est extrêmement jeune et il y a eu beaucoup de trucs intéressants sur le passing, mais il y a encore des questions au niveau de la défense et de la capacité à rester sur le terrain. C'est un joueur qui fait beaucoup de fautes. Ozar Thompson, moi, je pense que le mini-GOAT l'a jamais aussi bien résumé qu'il y a un côté un peu gadget parfois avec ce joueur et Tobias Harris reste Tobias Harris. Voilà, qui a fait le taf. Donc, moi, je me demande, parmi ce corps de joueurs dont tu as parlé, en fait, est-ce qu'on peut sur tous poser le tampon joueur de playoff, ou en tout cas, joueur qui est capable chez qui on n'est pas capable d'exploiter certaines des faiblesses? Ben, c'est tout le sujet, en fait. C'est toute la difficulté pour moi pour ces Detroit Pistons sur cette intersaison. C'est de comprendre où en est réellement le projet et avec qui tu pars à la guerre. Tu as quand même des joueurs qui sont extrêmement jeunes, qui sont dans leur deuxième, troisième ou voire quatrième année. C'est court, quoi. C'est court. C'est court et on oublie souvent que les joueurs qui ont cet âge-là et qui sont aujourd'hui au top en NBA, bah, ce sont des joueurs qui sont encadrés de vétérans. Si on prend l'exemple d'Anthony Edwards, qui est également un très jeune joueur, autour de lui, on a quand même Rudy Gobert, on a quand même Julius Randle, on a quand même des Mike Conley, certes, qui n'est pas dans un rendement et une production incroyable, mais qui a vécu des choses à la fois avec Memphis, avec Utah et avec Minnesota. Ça fait beaucoup de vétérans autour de lui et finalement, il y en a assez peu du côté des Pistons de ce niveau-là. Il n'y a pas un joueur du niveau de Rudy Gobert, il n'y a pas un joueur du niveau de Julius Randle pour l'instant aux Pistons. Bah, le seul vétéran, c'est Tobias Harris. Tobias Harris, exactement. Mais du coup, Vas-y. Non, mais on n'est clairement pas au niveau d'un multi-depoy et d'un joueur qui a déjà vécu des finales de conférence, etc., etc. Tu vois, un joueur qui est allé loin avec son équipe. On n'est pas là du tout, quoi. Et du coup, quand tu vois qu'Oklahoma City doit pas se reposer, mais trouver des solutions avec un role player qui a eu un titre avec les Lakers en la personne d'Alex Caruso, tu te dis que pour un projet beaucoup plus fragile et beaucoup plus jeune, beaucoup plus vert, celui des Pistons, la route est longue sur la construction de l'effectif. Donc, je pense qu'il faut appeler un peu peut-être au calme et à mon avis pas attendre forcément que les Pistons trouvent des solutions pour aller loin en playoff la saison prochaine et surtout attendre qu'il y ait un développement sur leurs jeunes joueurs. Tu l'as dit, il y a une vraie interrogation sur la capacité de construire un projet sur le guard play, sur le poste 1 et 2. Ivy Cunningham, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que c'est Lillard, CJ McCollum, tu vois? En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et Jalen Duren, c'est vraiment un grand joueur. Dans 3 ans, est-ce que ce sera un des pivots dominants de cette ligue ou est-ce que ça va être Yusuf Nurkic? Ça va très vite, tu vois. Est-ce que le projet des Pistons, c'est un projet à 3 qui va fonctionner un peu à la façon tu vois, de Chet, J-Dub et SG du côté d'Oklahoma City ou est-ce que ça va être Lillard, CJ et Nurkic du côté de Portland? C'est quand même vertigineux, tu vois. C'est quand même vertigineux l'écart, quoi. C'est là où je pense que, et on peut bifurquer un peu sur le concret,
C'est là où ce genre d'intersaison, pour moi, elles sont toujours clés. On le répète depuis plusieurs années, mais c'est l'intersaison suivante des Hawks après leur run de playoff. C'est l'intersaison des Rockets dont on va faire le post-mortem à un moment. C'est l'intersaison des Kings après la saison light de Beam. Cette intersaison qui suit ton explosion après plusieurs années un peu au fond du trou, eh bien, c'est l'attitude qui vise à être un peu en stand-by, pour moi, n'est pas la bonne. En fait, c'est là où peut-être qu'on n'a pas la même vision des choses, c'est que dans ton effectif pour l'année prochaine, tu as actuellement sous contrat seulement 2 joueurs qui ont plus de 25 ans. C'est Tobias Harris et Simone Fontecchio. Certes, tu as pléthore de jeunes joueurs, mais tu as pléthore de jeunes joueurs qu'il va falloir commencer à payer. Il y a des discussions contractuelles pour Jaden Ivey, il y a des discussions contractuelles pour Jalen Duren. Et pour moi, on est au moment où il faut faire les choix non seulement parce qu'en fait, tu vas pas payer Jalen Duren et Jaden Ivey pour ce qu'ils vont peut-être être, ce qui est souvent le cas quand tu files le deuxième contrat. Maintenant que tu as eu cette première expérience de playoff, selon moi, ton objectif de la saison prochaine doit être de te qualifier pour les playoffs. Pas tellement directement, mais peut-être grâce à l'aide du play-in, pourquoi pas. Mais dans cette optique-là, les équipes qui ont ce genre d'objectif font rarement du stand-by. Elles essayent de se renflouer, en tout cas de s'améliorer intersaison après intersaison. Donc, soit tu crois au développement en interne, ce qui est possible, soit, selon moi, il faut commencer à se poser des questions sur, parmi nos jeunes joueurs, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à faire des choix? Voilà, Jaden Ivey va être dans sa 4e saison, Jalen Duren aussi. Est-ce qu'on commence, sacrifier c'est un mot difficile, mais est-ce qu'on commence vraiment à faire des choix forts en se disant, ce joueur-là pourrait être échangé? En fait, c'est une question de tri. C'est juste, tu tries le bon grain de livret, comme disent les vieux, tu vois. Tu tries, en fait, ce que tu penses être les bonnes graines qui vont te permettre de faire grandir ton projet, et tu tries celles qui vont pouvoir représenter des choses plus intéressantes dans d'autres franchises et que tu vas essayer de trader pour des assets ou pour un joueur star. Tu peux éventuellement trader un Duren, etc., contre des joueurs qui seront sur le marché des trades cet été. On sait que, pas forcément malheureusement pour les Pistons, mais les Pistons vont peut-être avoir du mal à trouver de quoi faire sur la free agency cet été parce que finalement la free agency est relativement faible cet été, donc il n'y a pas vraiment de marché là-dessus intéressant pour eux. En revanche, tu as un Kevin Durant qui serait éventuellement disponible du côté de l'Arizona. Tu as un Giannis Antetokounmpo qui pose des questions aux Bucks. Est-ce que tu essayes de faire un de ces deux joueurs-là? Est-ce que tu essayes de faire Giannis, par exemple, et d'envoyer des assets de draft et deux joueurs jeunes de talent, Ivy Duren, par exemple, pour avoir un axe Cade Giannis, en gardant tes vétérans? Je sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu trades tes vétérans contre un vétéran de meilleure facture qui soit vraiment présent en playoff et qui aura un rendement supérieur? Il y a beaucoup de. Est-ce que tu vas chercher un Cam Johnson, par exemple, tu vois, qui est un joueur peut-être intermédiaire, qui a encore des choses à développer, qui a amélioré son playmaking, notamment un truc qui sera nécessaire aux Pistons la saison prochaine, tout en apportant du spacing, de la taille aussi, et qui, à mon avis, sera mieux que Tobias Harris. Il y a beaucoup de questions en réalité, mais il y a un truc que je voudrais dire, c'est que j'aurais tendance à faire confiance au front office des Pistons sur cette intersaison. J'ai l'impression qu'ils vont encore faire de bons choix et qui vont encore peut-être nous surprendre. Parce que franchement, moi, Tobias Harris, quand il a signé aux Pistons, j'ai dit, waouh, les Pistons, quel choix hasardeux. Quel choix hasardeux. Et je pense que les fans des Sixers, on fait une bise à l'équipe de 76, Matt et Hamid, mais je pense que les fans des Sixers, quand ils ont vu Tobias Harris partir aux Pistons, ils se sont dit, waouh, les gars, courage. Mais en réalité, il a été très bon. Il a eu une valeur et un impact sur cet effectif qui a été vraiment de très haute qualité. Donc, est-ce que moi je pense vraiment pour le coup que le front office va continuer de faire des bons choix. Ils ont vraiment fait de bons choix à l'intersaison prochaine et je pense qu'ils vont faire des bons choix cette intersaison-là. Et j'ai juste hâte de savoir s'ils vont faire le bon choix d'une star à côté de Cade Cunningham ou le choix de role-player à côté du corps actuel. Selon toi, et j'aime bien poser cette question quand on a un jeune joueur qui est un peu mal entouré, c'est qui la star parfaite à côté de Cade Cunningham? Qu'est-ce qu'il faut en prenant en compte l'effectif actuel des Pistons? Voilà. Parce que autant je pense qu'il faut chercher à améliorer cette potentielle seconde option ou avoir de vrais renforts en termes de role player sans pour autant dilapider
le trésor de guerre. Parce que, alors, ils n'ont pas une multitude de choix de draft comme le Thunder ou comme d'autres effectifs, comme les Rockets par exemple, mais il y a quand même du côté des Pistons une pléthore de second tour de draft qu'il faut noter. C'est quoi la star ou en tout cas la deuxième option idoine pour toi à côté de Cade? Le gros problème, c'est que j'aurais envie d'aller chercher un stretch 5 de très haut niveau, mais malheureusement, je suis pas certain que ceux qui sont de très haut niveau en NBA aujourd'hui soient soit disponibles, soit vraiment de très haut niveau. Et sur les stars voire même les superstars qui sont disponibles, je suis pas certain que le fit soit adéquat. Je suis pas certain du fit avec Giannis. Dans la mesure où il y a quand même un problème de zone de tir, il y a un problème de zone de drive et de lignes de drive qui vont pas être disponibles pour tout le monde en même temps. Il y a la question de comment on partage la balle, etc. Et on a vu qu'avec Lillard notamment, c'était quelque chose qui n'avait pas toujours été évident et pas toujours productif dans le bon sens pour les Bucks. Donc je me fais aucun doute sur le fait que Giannis est un talent sur lequel tu dois te précipiter, surtout à cet âge-là, si tu es une équipe qui a des ambitions, parce que tu en as encore. Tu le ferais, toi? Tu le ferais, c'est-à-dire que si les Bucks t'appellent, tu fais Giannis? Non. Mais d'accord. Après, moi, tu sais, c'est pas le genre de question qu'il faut me poser parce que je suis traumatisé par ce qui est arrivé aux Suns quand ils ont trade pour KD. Donc, je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question-là. Je pense que je ferai pas non plus Kevin Durant, mais par contre, moi, j'irai peut-être chercher des joueurs qui te font passer un cap parce qu'ils te proposent des choses solides avec en plus de l'expérience, et je pense notamment à Vucevic. Il te propose de l'adresse à 3 points, du rebond, du scoring à côté de Cade sans te prendre les lignes et les zones de Cade sur sa création offensive et sur son shot making. Donc voilà, moi je pense à ça par exemple. Je pense à des gars comme peut-être Wendell Carter Jr., comme Goga Bitadze du côté d'Orlando. Je pense éventuellement à un gars s'il se montrait disponible comme Franz Wagner. Alors certes, ça t'amène pas beaucoup de spacing, mais ça t'amène du playmaking au relais. Et du coup, là, on n'est clairement pas sur des superstars, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, c'est ce qui me séduit le plus pour les Pistons, mais je suis pas sûr que c'est ce qui leur faille aujourd'hui, et je suis pas certain non plus que c'est ce qu'ils vont faire. Toi, tu ferais Giannis ou KD? Non, absolument pas. Pour moi, c'est une grosse erreur pour eux, tout simplement parce que ça les obligerait à se dépouiller en termes d'assets, alors que leur équipe est certes bonne, mais elle est jeune et elle n'est pas si bonne que ça. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas un Giannis ou un Kevin Durant près d'être dans le top 3 ou dans le tiercé de tête pour les favoris. Selon moi, je le ferai pas. Et surtout, c'est là l'équilibre un peu difficile. Il faut d'un côté prôner la patience et pas être dans le stand-by. C'est pour ça que pour moi, ce qu'ont fait les Cavs la première année de l'explosion, aller chercher Donovan Mitchell, c'est un move qui pour moi est pas assez souligné enfin vraiment, c'est un move extraordinaire, je trouve, dont on ne parle pas. Oui, grave. Alors, pour le coup, je pense que les Pistons sont à un move intermédiaire de faire ce genre de truc. Mais je pense qu'ils font un move intermédiaire entre les deux. Je pense qu'il faut d'abord aller chercher des Jarrett Allen, etc., etc. Je comprends. Donc, il faut déjà que ton groupe soit juste plus fort, en fait, tout simplement. Il faut que ton groupe soit plus fort, que tu l'augmentes soit par le développement des talents. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu choisis de garder Ivy et Durant, par exemple. Tu les développes et tu vois la saison prochaine si c'est bon ou pas, mais tu risques que la saison prochaine, leurs cotes soient moins bonnes sur le marché des trades et que tu t'en sortes moins bien à trader du potentiel qu'à trader des joueurs qui ont prouvé que c'était... Tout que l'année prochaine, je te coupe, tu vas les trader soit en fin de contrat, soit alors que leur extension aura déjà kick. Donc c'est quand même beaucoup de problématiques. Et soit tu vas chercher des joueurs intermédiaires en attendant 1 ou 2 saisons que ton joueur cadre majeur, Cade Cunningham, rentre pleinement dans son prime. Et là, tu vas chercher une star de la même façon que tu avais Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley. Tu étais sûr qu'ils étaient dans les cartons. Tu vas chercher Donovan Mitchell et pour asseoir ton projet. Et en 2 saisons, tu te retrouves à avoir le meilleur bilan de l'Est, une des plus belles attaques de NBA des 15 dernières années et malheureusement être éliminé en play-off à cause des blessures. God bless les Cavs, je vous fais la bise. Vous étiez toujours mes favoris, les frères. Il y a un joueur alors qui est pas du tout dans le playmaking, mais qui moi m'aurait intrigué, mais là le contrat fait que non. C'est Lauri Markkanen.
Lauri Markkanen, ça m'aurait beaucoup intrigué. Tu mets Lauri Markkanen à côté d'un Jalen Duren, ça aurait apporté du spacing, de la capacité à tout simplement scorer, parce que si les quatrièmes cartons étaient difficiles pour les Pistons en playoff, c'est qu'il manquait d'options au scoring. Oui. Cependant, il y a le côté absence de playmaking et il y a le côté contrat absolument hideux du côté de Utah qui t'empêche un peu d'imaginer ça. Mais et puis le problème de Lauri Markkanen, c'est aussi quand même qu'il sort d'une saison où justement l'adresse est pas vraiment au rendez-vous et où ça pose quand même des questions. Mais je suis d'accord, si on doit parler de profil, on est sur ce genre de contrat-là, tu vois. On est sur ce genre de contrat-là. Et après, tu peux faire des bons coups en allant chercher des John Collins, tu vois, des joueurs comme ça qui sont des super joueurs de complément. Et c'est là où les situations des Pistons pourraient leur permettre de faire beaucoup d'opportunités de marché, c'est-à-dire que globalement, à part un fort playmaker et un joueur qui a vraiment besoin énormément du ballon, ils peuvent se positionner sur pratiquement tous les profils. En fait, on pourrait défendre le fait qu'ils vont pas se positionner sur un pivot, quoique si tu as un pivot, si tu as un très très fort pivot. Justement. En fait, moi, je suis désolé de te couper, mais j'allais te proposer le seul joueur qui, pour moi, est entre la superstar et le joueur qui te fait passer un cap sans te promettre d'accéder vraiment à des ambitions de titre. Pardon ? C'est Bam. Alors, pour le coup, il y en a deux. C'est soit Bam, soit Sabonis. Mais je pense... Bam, je voulais te le dire beaucoup plus tôt dans le podcast. Et puis, en fait, j'ai dit, bon, on va attendre de faire le post-mortem du 8. Mais Sabonis ou Bam. Soit pour l'attaque, soit pour la défense. Mais comprends. Sabonis, ça te ramène du playmaking, ça te ramène une tour de contrôle qui va gérer ton jeu, qui va faire jouer les autres et qui va te permettre peut-être de mieux générer du spacing. Parce que clairement, pour le coup, lui mettre DeRozan à côté de lui, ça l'a pas forcément aidé à créer du spacing du côté des Kings. Je trouverais ça intéressant. Et bam, tu as une encre défensive définie qui, en plus, au relais, tu as Isaiah Stewart qui va quasiment faire la même chose moins bien, tu vois. Mais du coup, tu as vraiment les deux mêmes profils qui vont se relayer. Donc, tu peux vraiment créer... une équipe très athlétique aussi. Et tu as une équipe uber athlétique. Et ça, à côté de Cade Cunningham, qui, pour le coup, à qui on peut reprocher peut-être de ne pas l'être assez. Il a certes une grande taille, mais il n'a pas vraiment de premier pas, etc. Il a surtout un super handle et une très grande technique de main. Mais ça peut être deux profils qui sont intéressants. Et pour le coup, c'est des profils un peu, tu vois, où tu trouves t'as une sorte de Darius Garland et tu trouves ton Evan Mobley, tu vois, par remplacement, pas forcément par la draft. Et après, il va te manquer de la superstar. Mais vas-y, tu vois, Sabonis, il a déjà un contrat de star superstar et Bam Adebayo aussi. Donc, c'est des choix cornéliens, quoi. Je suis pas sûr que je le ferai non plus, mais c'est des choix cornéliens. Et c'est là où c'est difficile aussi pour les Pistons dans leur situation, c'est que les opportunités de marché, sur des role players, c'est la jungle. C'est-à-dire que tout le monde recherche des role players, tout le monde veut allonger sa rotation. Donc, on va être sur des dossiers où ils vont devoir se battre avec d'autres équipes. Et comme on l'a dit, tu es peut-être pas dans une situation où tu vas vouloir être ultra agressif sur ces profils-là. Enchaînons peut-être, Greg, avec les dossiers de l'intersaison, mais concrets en termes de fin de contrat. Il y a donc 5 fins de contrat qui sont intéressantes, je dirais même 4 du côté des Pistons. Tim Hardaway Jr., j'aurais envie de dire merci pour les travaux, mais non. Enfin, on peut dire au revoir. Dennis Schroeder, il y a une vraie question pour moi au niveau du temps de jeu, c'est-à-dire que si tu es dans une rotation, et j'imbrique du coup le dossier Malik Beasley, parce que pour moi, Malik Beasley, c'est la priorité de l'intersaison. Tu as eu une bonne moitié de saison du côté des Bucks, tu as encore une bonne saison là, tu as un apport en termes de spacing qui a été très important pour Cade et pour permettre à cette équipe d'avoir une meilleure attaque tout simplement et de voir le jour offensivement. Donc tu te dois de le prolonger. Mais pour moi, si tu as déjà Malik Beasley, tu as Jaden Ivey, tu as Cade, je vois pas l'intérêt de continuer l'expérience Dennis Schroeder. C'est une vraie question parce que le truc, c'est que Beasley aussi, si je me trompe pas, il est UFA, donc il est unrestricted free agent, il est free agent disponible, il a le choix de signer où il veut. C'est une vraie question parce que, en fait, Dennis Schroeder t'apporte une expérience que Malik Beasley t'apporte peut-être moins. Il t'apporte aussi, notamment en playoff, quand même des nerfs assez solides. Dennis Schroeder, on peut dire ce qu'on veut sur une saison régulière. Peut-être qu'effectivement, sur 82 matchs, c'est pas le joueur qui aura le rendement le plus phénoménal du monde, mais venu le temps des playoffs, c'est que ça reste quand même un joueur très utile, surtout dans une équipe un peu comme ça qui se cherche encore et qui n'a pas défini toute son identité et toute son ambition.
Donc je sais pas. Là pour moi, la vraie question sur le backcourt, c'est Dennis Schroeder ou Malik Beasley. Je pense que Malik Beasley, comme il sort de sa saison, à mon avis, sera récompensé par un contrat. Je ne sais pas si les Pistons vont le lui donner et à quelle hauteur ils vont le lui donner. Mais à mon avis, ça va pas re-signer à 6 millions. Ça m'étonnerait. Il y a au moins d'autres équipes qui vont essayer de faire, de faire monter les enchères. Je vais y arriver. Mais comme tu as Jaden Ivey qui est encore présent à 10 millions, en plus, ça va valoir le coup la saison prochaine, et qu'il est restricted sur la saison 2026-2027, tu vas quand même avoir s'il reste en forme et qu'il ne se blesse pas, tu vas avoir quand même du monde sur les postes arrière. Et après, le gros avantage, je trouve, sur cette équipe, c'est que tu n'as pas de questions qui se posent sur le secteur intérieur. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça te fait un secteur sur lequel tu restes fort sur tes appuis et sur ta construction de répétition et de progression. Donc tu as Isaiah Stewart qui est encore là jusqu'à 2027 et tu as Jalen Duren qui est encore là quasiment jusqu'à 2027 parce qu'il est en restricted sur la saison 26-27. Donc ça, c'est positif, mais oui, tu dois te poser des questions sur le backcourt et sur les ailes. En fait, c'est ça les questions structurelles et contractuelles qui se posent pour les Pistons. Est-ce que tu fais, et j'en parle parce que je l'ai vu passer, est-ce que tu fais Kuminga? Parce que Kuminga est restricted free agent, donc tu peux profiter. Est-ce que tu ferais pas ce joueur-là? Parce que moi, je me pose une question avec ces Pistons. Dans une NBA où c'est une équipe qui n'a pas le plus d'assets, dans une NBA où, il faut être honnête aussi, Détroit n'est pas le projet qui va forcément le plus attirer parce que c'est Détroit, ouais, tout simplement. À quel point ils vont avoir besoin d'être agressifs et de tenter des coups sur des joueurs ou être dans des secondes drafts. On parle parfois de ce concept de seconde draft, c'est-à-dire d'aller chercher un joueur qui a floppé, c'est peut-être un peu dur, mais qui n'a pas su exploser dans sa première équipe. Je me demande si c'est pas une stratégie qu'ils vont commencer à adopter, tout simplement parce qu'ils vont galérer à avoir des role-players prouvés en play-off qui vont venir chez eux. En fait, s'ils les produisent, entre guillemets, pas. Moi, il y a le profil que je préfère, notamment à l'aile, pour remplacer un Tim Hardaway et donner un peu de taille à cet effectif. Je sais que c'est le profil de Cameron Johnson du côté des Nets. Mais tu as tout résumé, tout le problème dans ce que tu viens de dire, c'est que t'as pas forcément la force de frappe au téléphone pour aller chercher ce genre de joueur. Et donc, tu dois effectivement, du coup, tenter des coups. Et c'est terrible parce que tenter des coups. Alors, tu as eu bon nez sur Malik Beasley la saison dernière. Bravo à toi. Et tu as eu plutôt bon nez aussi sur Tobias Harris. Ça a été peut-être un peu moins le cas sur Tim Hardaway, mais faire 2 sur 3 alors que c'est clairement du bargaining, tu vois, du pari sur l'intersaison dernière. Bravo, franchement, bravo. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retentes un joueur comme ça, un peu, comme tu l'as dit, tu vois, un free agent un peu surprenant, en tout cas sur lequel chez toi, tu sais qu'il va peut-être faire surprise? Est-ce que tu tentes je ne sais pas s'il est disponible, mais est-ce que tu tentes un Caris LeVert qui va retrouver Bickerstaff? Il va être free agent en plus. Voilà, est-ce que tu tentes ce genre de truc? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout, mais clairement la question se pose structurellement et économiquement. Est-ce que tu veux vraiment dilapider alors que ton effectif est très jeune? Est-ce que tu veux vraiment dilapider tes assets, les quelques assets qui te restent, sur un trade pour t'amener des role players plus? Est-ce que c'est vraiment le moment de le faire? Ou est-ce que tu le fais parce que t'es... Ou alors, pardon, ou l'inverse, est-ce que tu le fais pas et que tu gardes tes assets pour drafter en milieu, fin de premier tour parce que tu auras fait un parcours en playoff, etc. Et parallèlement, recruter des joueurs sur lesquels tu paries, ça fonctionne et tu arrives à les trade parce que tu as augmenté leur cote. Je sais pas, mais c'est intéressant, quoi. C'est là où, par exemple, tu vois, le cas Cam Johnson est assez intéressant parce que sur le papier, ça pourrait être un apport qui pourrait, pour moi, c'est un des jeunes role players et encore jeune. Non, c'est faux parce que Cam Johnson, il va bientôt avoir 30 ans. Donc, non, oh là là, c'est un 96 comme moi, c'était. Bref, en tout cas, Cam Johnson, ce qui est sûr, c'est que sur le papier, ça serait un joueur intéressant, mais tu essayes de le shipper à une équipe qui est en mal de talent. Donc, tu vas devoir te battre avec beaucoup plus d'équipes et t'es pas dans un état de désespération comme certaines autres franchises, c'est ce qu'on répète depuis le début, pour aligner on va dire un package qui serait très très alléchant. Et de l'autre, tes jeunes joueurs qui ont peut-être moins prouvé, tu peux pas les proposer vraiment aux Nets qui eux vont valoir du spéculatif parce que les Nets en l'état, ils vont
peut-être rejeter certaines de tes propositions sur tes jeunes joueurs parce que ça irait peut-être nuire au développement de leurs jeunes joueurs à eux. Donc ça, c'est compliqué, Détroit, et pour moi, ça s'inscrit un peu dans un environnement assez global en NBA où, quand on voit qu'on s'inscrit de plus en plus dans les playoffs dans une ligue de liens faibles, tout le monde cherche à se renforcer et avoir des liens de moins en moins faibles. Et pour une équipe qui a un peu explosé en année 1, eh bien, c'est assez compliqué de se renforcer sans entrer directement dans le marché des gros poissons et en tout cas dans le marché des role-players qui vont être très, très, très courtisés, tout simplement. Voilà. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Il te faut aller voir soit des équipes qui sont désespérées. Par exemple, tu essayes de dépouiller un Royce O'Neal ou un Grayson Allen du côté des Suns. Soit tu vas voir les Hawks, etc. Mais est-ce que les Hawks, après des Andre Hunter du côté des Cavs, ont grand-chose à offrir à une équipe comme les Pistons? Je sais pas. Puis les projets qui sont à deux doigts d'être... qui sont plus qu'à deux doigts. Si on pense aux Suns, si on pense aux Bucks, on va faire leur post-mortem plus tard. C'est pas des effectifs à role-player. Il y a pas de... C'est justement un des problèmes des Bucks, c'est qu'ils ont pas assez de role-player, en fait. C'est ce qu'on va mentionner. Donc, c'est pas des effectifs où tu peux aller, tel le vautour, piller certaines choses. Il y a rien de... Il y a une équipe, moi, qui m'intéresse quand même pour les Pistons, c'est Washington. Parce qu'il y a Brogdon, Smart et Middleton. Et Middleton, bon, son contrat est gros, mais les Pistons ont un peu de marge. Il faudrait voir si ça colle ou pas et si c'est faisable ou pas. Mais je trouve que ce serait le joueur intéressant pour remplacer un Tim Hardaway Jr. Tu vois, et je pense que je serais prêt à envoyer un jeune et quelques tours en plus d'un joueur pour matcher les salaires. Mais il faudrait regarder si ça marche ou pas. Peut-être que je dis vraiment quelque chose qui marche pas du tout. Ou peut-être qu'il faudrait une troisième ou une quatrième équipe pour que ça fonctionne. Mais c'est ce genre de profil-là, Middleton, Cam Johnson, des joueurs qui ont une expérience du plus haut niveau et de finale NBA, hein, tous les deux. Hein, gagné pour Middleton, perdu pour Cam Johnson, mais en plus les mêmes, 2021. God bless. et voilà, c'est ce genre de profil-là que j'irais chercher si j'étais le front office des Pistons, mais je sais pas si ça passe ou pas, mais voilà quoi. Je comprends. En tout cas, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que de l'autre, moi, je suis assez sceptique sur la volonté d'investir sur un autre profil dans le backcourt, et de l'autre, autant Middleton, quand il joue, oui, ça sera un vrai apport pour eux, ça viendrait solutionner leur problème de scoring, en tout cas de capacité à avoir des joueurs qui n'ont pas besoin du playmaking de Cade pour produire, mais de l'autre, s'il est parti contre Kyle Kuzma, c'était quand même qu'il y avait un degré de désespérance, désespérance. Voilà, on invente des mots, qui était assez élevé du côté des Bucks. Un truc à rajouter sur les Pistons? Okay. Ben, merci pour cette saison. Franchement, ça a été une des équipes les plus rafraîchissantes à regarder de la saison. Leur jeu était cool, leur identité était cool, leur côté bad boys, moi j'ai adoré. Zéro problème ni avec le trash talking, ni avec les torses bombés, ni avec les fronts à front. J'ai zéro problème avec ça, du coup j'ai adoré les Pistons. Vraiment super saison, et puis surtout, c'était vraiment très agréable de revoir une fanbase qui fait enfin le succès de son équipe après des années et des années et des années de disette et de fausses promesses. On se rappelle que la dernière fois que l'équipe a été compétitive, il y avait Blake Griffin, fin de carrière, qui était dans les parages. C'était très chouette, mais bon, ça a été une longue traversée du désert pour eux, et c'est toujours cool quand les fanbases retrouvent un peu le succès et l'effervescence de l'espoir, de la valeur de l'espoir, pour revenir à ce que dit souvent Top, quoi, et qui est très juste. Félicitations à eux. Vraie saison. Ah ouais, vraie saison. Là, c'est les post-mortem, donc on est forcément un peu plus négatif, ou en tout cas on se projette, mais vraie saison de succès. La confirmation est un peu... faut aussi souligner le taf de Biggerstaff. Je sais que tu l'avais fait quand vous aviez parlé du coach de l'année, mais qui fait un gros taf et qui... Alors je sais pas ce qu'il faut dire du coup, c'est soit est-ce que le taf de Monty Williams c'était vraiment scandaleux, ou aussi il a aussi profité, il a aussi profité on va dire des bons apports qu'on a su concocter le front office, mais voilà, félicitations à eux. Et je pense que la petite différence avec un des post-mortem des Kings l'année suivant Light the Beam, je me rappelle avoir fait avec Amine si je me souviens bien, c'est que ils sont dans une conférence qui pourrait leur permettre, quand bien même ils sont un peu moins bons l'année prochaine, de toujours être en play-off ou de batailler pour les play-offs. Là où une conférence comme l'Ouest ne te permet pas, dans laquelle tu dois être constamment dans une course à l'armement, c'est
pas le cas de l'Est où on le disait en off et même pendant l'épisode, tu as un ou deux projets qui explosent d'être à nouveau en playoff l'année prochaine, quoi, tout simplement. Bah, moi, ce que je leur souhaite, c'est de suivre le trajet des Pacers. Tu fais des bons coups, tu développes bien des jeunes joueurs, pas forcément au poste clé, mais sur des compétences qui sont clés dans ton jeu. Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, etc., etc. Tu trouves des role-players de très bonne qualité qui vont aider à structurer l'équipe et à structurer son jeu, TJ McConnell, etc. Miles Turner. Et tu fais venir une star qui n'a pas un profil de superstar, mais qui a un métronome dans ton équipe et qui t'aide à passer un cap. Pascal Siakam pour les Pacers. Et le dernier truc, c'est que tu saisis les opportunités de ta conférence. C'est tout. Saisir les opportunités, c'est une compétence NBA. C'est la même chose pour une franchise et pour une équipe que d'aller chercher des lancers francs pour un joueur. Vous pouvez trouver ça moche, vous pouvez regretter que les équipes sont pas à 100% en face et que les Pacers se retrouvent en finale de conférence parce qu'il y a eu des blessés, machin et tout du côté des Cavs. Moi, le premier, je regrette que les Cavs ne soient pas allés où, puisque je les avais en numéro 1 dans le power ranking. Mais ils ont saisi l'opportunité, ils n'ont pas joué avec leur bouffe, clairement, ils ont assassiné les Cavs quand il fallait, comme il fallait. Et je souhaite aux Pistons le même trajet. Faites un travail intelligent du front office, développé avec un coach qui reste longtemps et saisissez les opportunités dans une conférence qui est faible. Eh bien, le programme est tout tracé. Voilà. Merci. Greg, merci Avec plaisir, merci. Pour les Pistons. Même si je pense que ça sera peut-être un peu plus dur pour eux parce que j'ai du mal à voir où sont les 5 ou 6 gros role players et le travail de développement de la franchise. Certes, il faut aussi mettre en avant cette année, mais il faut aussi un peu regarder l'historique de développement de joueurs du côté des Pistons qui est pas extraordinaire ces dernières années. Donc développer 4-5 role players comme ça me paraît un petit peu difficile. Et dernière chose, parce qu'on en a pas parlé. Il faudra voir aussi la pression que pourra potentiellement mettre un front office qui a pas connu le succès et surtout un proprio qui a pas connu le succès depuis son arrivée, qui je pense voudra probablement pas payer la taxe pour l'instant, même s'il a affirmé, c'est très facile de l'affirmer quand tu as pas à la payer. À voir si ça va pas déjà mettre un premier frein aux ambitions des Pistons à l'avenir et qu'il y aura pas d'un côté une volonté du proprio de ne pas faire payer tout en mettant la pression sportive sur les Pistons qui en avaient moyennement ou qui commençaient à en avoir sur les 2 dernières saisons quand même au vu de la période de disette. Eh bien, merci. Greg, premier post-mortem depuis quelques jours, on a terminé. On vous dit la suite, c'est un peu freestyle la suite des prochains jours. Ce qui est sûr, c'est qu'on va boucler les post-mortem, je vais y arriver, chose promise, chose due. C'était un petit symbole du moment de flottement que l'on vit en ce moment. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés sur les Pistons. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, comme d'habitude, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Mettez des notes, des pouces, des étoiles, quel que soit l'emoji, n'hésitez pas à le faire. Twitter également. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. Ciao.